Bienvenue à vous sur Africa 24. Le pétrole est-il un enjeu dans la partie guerrière engagée en Libye? C'est en tout cas ce qu'affirme le guide libyen Mouammar Kadhafi. Pour en parler, je reçois Stéphane Essaga, directeur exécutif du CARPEM, le Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières. Monsieur Essaga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors vous avez devant vous une série de questions que je propose de découvrir. À la fin de cet entretien, je proposerai la dernière question, la question Joker. Première question, s'il vous plaît. Alors, première question, la guerre en Libye a-t-elle un impact sur les prix du pétrole en Afrique? Instantanément, je dirais oui, puisqu'il ne vous a pas échappé que, aussitôt les velléités simplement d'intervention confirmées, eh bien, le coût du brut a augmenté pour atteindre un seuil assez critique de 127 $, c'est-à-dire le seuil le plus élevé depuis septembre 2008. Mais ce qu'il faudrait préciser, c'est que ce ne sont pas des facteurs véritablement économiques qui ont conduit à ce niveau assez élevé du cours, mais des facteurs plutôt géopolitiques. C'est-à-dire que les opérateurs sur le marché anticipent une sorte de contagion de ce qui se passe en Libye dans d'autres pays qui, eux aussi, sont des grands pays producteurs de pétrole. Donc c'est plus l'incertitude, plus la peur de ce que cela pourrait s'étendre dans d'autres pays producteurs que véritablement l'intervention en Libye qui a causé cette hausse importante du cours du pétrole. Est-ce qu'on se dirige vers une augmentation des prix du pétrole à venir encore? Alors ce qui se passe, c'est que juste après ou pratiquement de façon concomitante, il y a d'autres facteurs extérieurs, complètement extérieurs à ce qui se passe en Libye, qui justement tendent les prix vers le haut. Je pense précisément à la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, je pense à la catastrophe du Japon, par rapport auquel les opérateurs estiment, si on prend en considération la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, l'argent devient donc plus cher et donc forcément l'acquisition justement de cette matière première importante elle-même devient plus difficile. Le Japon, par rapport à sa catastrophe, sera amputé de 6 réacteurs nucléaires pendant une période certainement longue. Eh bien, cela, en principe, induit une demande des énergies fossiles beaucoup plus importante. Et dans quelle mesure cela va s'impacter sur le continent africain? Le continent africain, en ce moment, a une conséquence presque passive, presque indirecte, soit par rapport aux pays qui, eux aussi, importent le pétrole, soit par rapport aux pays exportateurs. Les événements semblent être loin du continent africain, mais comme les pays africains sont soit des importateurs de ce brut, évidemment, ils vont subir donc le surenchérissement de cette matière première, soit à l'inverse, en tant que pays exportateurs, eh bien, ils peuvent bénéficier d'une recette additionnelle de ce que voilà, le coût du Brent a tout simplement augmenté. Question suivante. Avec la chute vertigineuse de la production d'or noir en Libye, le continent doit-il s'inquiéter? En réalité, là, on pose la question de l'effet de finalement la baisse de la production du pétrole libyen sur les autres pays africains. En réalité, il faudrait tempérer un peu la portée ou l'impact que cela pourrait avoir. L'Arabie saoudite, qui est le plus grand pays en termes de réserve, le deuxième en termes de production du pétrole brut, a garanti pouvoir compenser l'insuffisance de livraison du brut sur le marché. Ce qui fait qu'il n'y aura pas en réalité, du point de vue quantitatif, une insuffisance d'offres. Par rapport à cela, on peut dire que les pays africains n'ont aucune crainte à avoir. Mais si on intègre des autres facteurs, les autres facteurs dont on a parlé tout à l'heure, qui influent quand même sur le cours du brut, eh bien il est clair que les pays africains doivent absolument être vigilants par rapport aux tendances actuelles et à court terme de ce pétrole. Est-ce que le Nigeria et l'Angola, par exemple, ont vocation à jouer un rôle de substitution de la Libye? Justement, on peut appeler le panel des pays producteurs de pétrole, le seul véritablement qui bénéficie d'une sorte de flexibilité, d'une sorte d'élasticité dans sa production, c'est l'Arabie saoudite en réalité. L'Arabie saoudite, c'est certes 8,5 millions de barils de production par jour, mais a une capacité d'extension à 12 millions de barils. Il y a comme une marge de 4 millions de barils. On l'appelle swing producer, c'est-à-dire un producteur qui peut réguler la totalité du marché compte tenu de ses capacités de production. Le Nigeria et l'Angola sont comme un peu à leur pic en termes de production, ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils sont en train de produire. Et malheureusement, seul un pays qui est à l'extérieur de l'Afrique est capable donc de réguler à un certain niveau les prix du cours du brut, ce qui, là, donne une autre leçon, c'est que les pays africains, individuellement, ne pèsent pas sur le marché et que peut-être il faudrait penser de plus en plus à des politiques communautaires qui, elles, pourraient générer une sorte de poids collectif sur le cours du Brent. Question suivante. Alors, la Libye produit moins de 2% du pétrole mondial, mais le pays est le 3e producteur de brut en Afrique, après le Nigeria et l'Angola. Où cette manne pétrolière est-elle redistribuée? Alors la question de la redistribution de la manne pétrolière est une question centrale, permanente et pertinente.
parce qu'il s'agit de savoir tout simplement comment est-ce que utiliser une richesse, notamment qui est d'un certain volume. Il faut dire que la Libye en cela constitue un laboratoire très intéressant pour les chercheurs, parce que la Libye semble condenser, du point de vue de l'ingénierie de l'utilisation de cette rente pétrolière, l'ensemble des modèles qui sont proposés par les économistes. D'abord, la première chose, c'est que la Libye a créé un fonds d'investissement assez impressionnant, d'ailleurs divisé en 2 sous-fonds d'investissement, consistant justement à investir sur des places autres que la Libye, notamment en Europe avec la Libyan Investment Corporation, 45 milliards de dollars d'investissement sur les marchés internationaux, sur des secteurs plus ou moins porteurs, et un autre fonds d'investissement calibré uniquement sur certains marchés africains cette fois-ci, en termes d'hôtellerie, en termes de télécommunications, et là qui est constitué de carrément 50 milliards de dollars. Il s'agit donc là clairement d'une volonté de maximiser et de développer d'autres sources. Mais dans quelle mesure cette richesse pétrolière a profité à la population? Il est très clair que la population libyenne, qui est de 6,5 millions d'habitants, a profité de la manne pétrolière. On peut donner pour exemple tout simplement le montant des subventions supportées par le pouvoir libyen chaque année, qui est de 5 milliards de dollars. En francs CFA, ça fait quand même 2500 milliards, et qui concrètement ont conduit à avoir des prix pratiquement nuls de tous les produits de première nécessité, la farine, l'huile, le sucre, le carburant. Il faut savoir que le carburant de la Libye, notamment le super, est le moins cher du monde après le Venezuela. Donc, il y a là clairement l'utilisation d'une ressource pour pouvoir contenir à la baisse, voire annuler le niveau de vie de la population. Et pour vous dire à quel point le peuple libyen lui-même était tout à fait comme habitué à ce niveau de vie réduit, voire annulé, lorsque, en mai 2008, le pouvoir a voulu quand même corriger le prix à la hausse du carburant, et bien c'est lui qui a en quelque sorte contesté cette mesure par rapport à laquelle le pouvoir a donc dû reculer. Parfois, ce niveau de vie est considéré comme étant naturel et en tout cas dû par le pouvoir au niveau des populations. C'est bien qu'il y a une utilisation en interne de la rente pétrolière. Question suivante. Quels usages particuliers le régime du guide libyen a fait de la manne pétrolière au plan diplomatique? C'est clair que le pouvoir libyen, qui a très longtemps ambitionné d'être le porte-étendard un peu du panafricanisme, d'être un peu une sorte d'oracle qui annonce un peu le panafricanisme, a utilisé la manne pétrolière comme, on va dire, ressource financière qui légitime ex post eh bien, cette posture presque messianique. On sait que au moins depuis 1998, le pouvoir libyen s'est concentré par rapport à cet idéal panafricaniste sur les pays africains au sud du Sahara, après les échecs donc des tentatives unionistes plutôt au nord avec les pays du Moyen-Orient et les pays également du Maghreb. Eh bien, le premier ou la première organisation sous-régionale qui a directement bénéficié des financements directs de la Libye, c'était donc la COMESA, qui a été ensuite appelée la Communauté des États sahélo-sahariens, par rapport à laquelle, par exemple, bien que le budget qui était de 7 millions de dollars, eh bien, le pouvoir libyen a financé 2/3 de ce budget. La banque, qui était le bras séculier de cette institution sous-régionale, elle, a connu une augmentation de capital de 100%, c'est-à-dire passer de 250 millions de dollars à 500 millions de dollars, et bien la totalité de l'augmentation de capital a été financée par Et vous diriez que cette manne pétrolière, le régime libyen, le régime de Mouammar Kadhafi, l'a utilisée comme moyen de pression sur le plan diplomatique? Moins de pression, non. Vous savez, les spécialistes de relations internationales vous expliquent que finalement, du point de vue des échanges entre les États, toutes sortes de ressources qui vous permettent d'assurer et d'assumer même votre puissance, eh bien, est la bienvenue. Et je veux dire, entre États, le postulat, c'est que les États s'unissent par rapport à leurs intérêts bien compris. Je pense que l'alliance était véritablement gagnant-gagnant. Les États, notamment au niveau de la communauté des États sahariens, eh bien, étaient quand même 25 États. On ne peut pas estimer qu'un seul pouvoir, fût-il riche, puisse, comme cela, eh bien, embrigader autant de pays. Je pense que ce n'était pas un moyen de pression au sens de contrainte, c'était un moyen de persuasion et un moyen, j'allais dire, diplomatique tout simplement, qui permettait d'obtenir de son voisin, d'obtenir de son alter ego, eh bien, l'assentiment par rapport à une direction que le pouvoir libyen avait tout simplement donnée. Là, on assiste à une chute vertigineuse de la production d'or noir en Libye. Est-ce que les choses peuvent rentrer dans l'ordre? C'est clair que tout le monde y a intérêt. Les entreprises pétrolières en premier,
qui ont toujours des programmes d'investissement sur une longue période et donc des programmes également de rentabilité. Les pouvoirs, évidemment, qui se voient là amputés d'une recette qui est forcément importante, on peut supposer que justement, aussitôt les conditions générales sont réunies, eh bien l'activité pétrolière reprenne de plus belle, surtout qu'il n'y a que 25% des réserves libyennes qui sont exploitées à date. Et permettez-moi cette question, à votre avis, si le départ du colonel Mouammar Kadhafi devait arriver, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose pour la gestion de cette manne pétrolière ? Sincèrement, je n'ai pas d'avis personnel dessus. Je trouve que les conditions objectives sont telles qu'indépendamment du leader, il faudra cette ingénierie-là pour pouvoir gérer cette manne pétrolière. Il faudra maintenir un peu cette gestion, j'allais dire collective ou collectiviste de cette manne pétrolière. Indépendamment, moi je crois, de la personne, la Libye ne sera pas fondamentalement différente. Monsieur Essaga, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici donc ma question joker. Les insurgés ont mis la main sur une partie du pétrole libyen, ce qui laisse penser que finalement cette guerre en Libye, c'est la guerre du pétrole. On sait que l'Europe est très dépendante de l'or noir libyen. Dans ce contexte, il est difficile de croire la coalition lorsque celle-ci avance des raisons humanitaires à son intervention en Libye. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il ne faudrait pas à chaque fois se sentir obligé de trouver une raison objective par rapport à une action quelconque. Moi, je ne peux que m'en fier aux raisons internationales, aux arguments des Nations Unies, toujours en contextualisant un peu la situation. La Libye n'est que producteur à 2% du marché mondial du pétrole. Il y a l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai que l'Europe est très dépendante du pétrole libyen. Pas forcément seulement du pétrole libyen. Enfin, on pourrait dire que l'Europe est également dépendante du Moyen-Orient, on pourrait dire. Donc, abstraction faite probablement des intérêts des uns et des autres. Je dis qu'objectivement, on ne peut pas estimer qu'une intervention militaire de cette envergure-là ne soit motivée que par le pétrole. L'Arabie Saoudite a affirmé pouvoir compenser, et c'est clair qu'objectivement c'est possible. Donc, même sans la Libye, les pays occidentaux ou les pays d'Amérique du Nord sont capables tout à fait de subvenir à leurs besoins énergétiques. Monsieur Stéphane Essaga, directeur exécutif du CARPEM, le Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières, merci. Je vous remercie également. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.